Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... The Klan march may have been cut short, but apparently it helped membership. Other than the Coke bottle, what's more recognizable than the white hood and robe and the flaming cross? Klan's power always came and went in phases. Until at one point, the tactics used to gather Klan members together ultimately become the hooks used to drag them down. The oldest Ku Klux Klan organization in the nation may be out of business. Des histoires étranges de l'ère numérique. En 1865, alors que les États-Unis pensent encore les plaies béantes de la guerre de sécession, 6 anciens officiers confédérés se réunissent dans une petite maison dans le Tennessee. Au sein des discussions, l'amertume d'un monde perdu et la peur du changement se font sentir. Dans cette atmosphère trouble naît une mystérieuse confrérie, à mi-chemin entre le club secret et la milice, le Ku Klux Klan. Ce nom étrange allait bientôt devenir le symbole du terrorisme intérieur le plus persistant de l'histoire américaine. Mais qu'arrive-t-il de ce groupe à l'ère numérique? Sachez que 150 ans plus tard, il est toujours bien actif. Suivez-nous dans cette mise à jour sur un des groupes racistes les plus craints de tous les temps. Sébastien Lévesque, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien aussi. On aborde un sujet quand même important aujourd'hui, oui. Dans ce climat d'incertitude politique, de tension aussi géopolitique. Exact, oui. On se disait que ça pourrait être intéressant de faire un retour sur le Ku Klux Klan, ce groupe qui a fait énormément parler dans les années 1900, même les années 1800, mais qui regagne en popularité de plus en plus, depuis quelques années. Et c'était intéressant de voir un peu comment, on voulait s'attarder à comment ce groupe-là s'organise sur Internet, comment ils font pour encore recruter des gens. Est-ce qu'ils sont plus actifs dans l'ombre maintenant qu'à une certaine époque? Parce que là, c'est assez mal vu là, d'être membre du Ku Klux Klan et puis de s'exposer comme ça. Donc, on voulait faire le tour de la question un peu. Ça va être un peu un mélange entre aujourd'hui l'histoire et Distorsion, parce qu'on va revenir un peu sur les fondations de ce groupe-là. Pourquoi ils existent? Sont nés dans quel contexte? Puis justement, comment ils poursuivent leurs activités aujourd'hui. Le recrutement, c'est quand même assez intéressant à couvrir aussi. Et comment ça se reflète à notre époque. Et dis-moi, Seb, est-ce qu'on va parler de Kanye West aujourd'hui? Oui. Bon, pas le choix. On n'avait pas le choix. On n'a pas le choix. On n'aura pas le choix d'en parler. Donc, Kanye West, on n'aura pas le choix d'en faire une parenthèse plus tard dans l'épisode, sans doute dans la deuxième partie, quand on va remonter le temps. Donc, ça risque d'être très intéressant de revenir sur les fondations de ce groupe-là. Comment ils ont commencé? Est-ce que, justement, quels sont les premiers crimes qu'ils ont commis et comment ça se reflète aujourd'hui dans les années 2020. Oui, c'est assez fascinant. Et dans l'after show, Émile, pour compléter ça, je vais vous parler de qui follow the hate money, l'argent sale de la haine, parce que ces regroupements-là, faut qu'ils amassent du capital, c'est un peu comme des partis politiques. Et dans le monde d'aujourd'hui, vous allez voir depuis le début des années 2000, même leur technique de financement a évolué aussi au fil du temps, parce que je dirais pas les mœurs, mais les plateformes, suite à la pression publique aussi, ont restreint également. Vous allez voir, il y a plein de plateformes de paiement et de crypto que j'avais, pas de crypto que je connaissais pas, mais de paiement que j'avais jamais entendu parler, ou même des réseaux sociaux très, très, disons, très nichés et qui tolèrent la haine. Et aussi, on va faire un petit survol de Joe Moore, qui est un homme qui a réussi à infiltrer le clan et qui a réussi à empêcher un meurtre. C'est un des plus gros cas d'infiltration
civique. Oh, shit. Donc, ça va être très, 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 très intéressant. Oh, ça va être très cool, ça, mon Seb. Donc, un gros épisode aujourd'hui. Je pense qu'on a à peu près 30 pages de notes. Oui. Donc, attachez-vous bien. Et l'after show pour nos abonnés Patreon, abonnés au forfait Oui, monsieur. On vous rappelle aussi que sur Patreon, vous pouvez économiser en prenant un abonnement annuel. Oui, c'est vrai. Donc, il y a un 15%, je crois, qui est déduit si vous payez d'une traite. Donc, en fait, si vous pensez rester avec nous pour plus d'un mois, pour l'année, mettons, vous pouvez sauver des coûts en prenant l'abonnement annuel comme ça. Et puis, rester abonné. Nous, on a du contenu qui s'en vient, évidemment, tranquillement. Notre partie 2025 se termine. Je sais pas trop on est quelle date au moment de la diffusion de cet épisode-là. Et puis, vous savez qu'en 2026, on embarque dans une autre petite direction intéressante. Mais ceci dit, il y a du contenu qui s'échelonne. Ceux qui étaient avec nous sur Patreon l'été dernier peuvent voir qu'on n'a pas pris des grosses vacances. Non, Donc, ça vaut la peine, surtout en ce moment, étant donné que ça commence à faire un petit bout de temps qu'on est sur Patreon. Il y a du contenu en maudit. Ah oui, vraiment. Puis je le vois, là, les nouveaux abonnés Patreon qui n'ont jamais été, quand ils reculent ou ils commentent ou ils like des anciens after-show ou épisodes secrets, j'aime toujours ça. Ça fait son chemin. Puis sachez que justement, avec l'abonnement annuel, je pense que ça vous donne 2 mois gratuits. Quelque chose comme ça avec le rabais au final. Donc, c'est quand même intéressant. Ben oui, tous les after-shows, les épisodes secrets sont là. Je regardais, je pense qu'on a 301 publications sur Patreon. C'est pas tous des épisodes bonus. Il y en a qui c'est des annonces, un peu des newsletters, des choses comme ça, mais quand même, il y a du stock. Yes. On est un petit peu poqué. Hier soir, on a enregistré notre spécial Halloween avec Simon Predge. Mais malgré tout, on a une bière de la semaine, Seb. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Oui, on boit la Blazer ou la Blazar de Perspective Microbrasserie, qui est une microbrasserie située à Saint-Liboire au Québec. C'est une New England IPA, 6,5%. On les aime bien. Elle est très voilée, moelleuse, avec des arômes intenses et des fruits tropicaux. Et dans celle-ci, les houblons, j'aime toujours ça. Il y a du Croche, du Racco et du Bravo. Le Bravo que j'aime bien aussi. Et cette tournée de bière nous a été offerte par Jean-Yves Kérourdan. Et j'espère que je ne te débaptise pas trop, mon cher Jean-Yves. Shout-out à toi et merci énormément pour la tournée de bière. Vous pouvez faire comme lui. Allez sur notre site distorsionpodcast.com, petit bouton en haut à droite et vous nous donnez un petit nom par PayPal. Oh yes, shout-out à toi, Jean-Yves. Et aussi, on a un autre shout-out à donner à une certaine Mel SVG. Je pense savoir qui est cette Mel. Elle nous donne une review 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à ceux qui vont encore nous donner des reviews. Vous pouvez le faire sur Spotify aussi maintenant. Elle nous dit « Meilleur podcast. Je vous écoute tout le temps. On a vraiment des animateurs passionnés par ce qu'ils nous offrent. Votre passion pour la qualité se ressent à chaque épisode. Merci encore pour votre travail de bête. Vous nous faites plaisir à chaque fois. Lâchez pas, les boys. On vous veut encore longtemps. » Oh, ça fait chaud au cœur. Ben oui, merci, Belle. Yes, on vous rappelle qu'on a un after show qui s'en vient. On en a parlé un petit peu tantôt. Et je crois, Seb, qu'on en a assez dit pour aujourd'hui. Oh, oui. Est-ce qu'on est prêt à remonter l'historique du Ku Klux Klan tous ensemble? Oui, monsieur. Allons-y. Oui. On va démarrer avec la fondation du Ku Klux Klan, Émile. Ça a été fondé en décembre 1865. Je pense même le jour de Noël. Oui, le 24 décembre. Oui, c'est assez fou. Seulement après en fait, c'était quelques mois après la fin officielle de la guerre de sécession, soit en avril 1865, dans un contexte où les États du Sud commencent la reconstruction imposée par le gouvernement fédéral. Nous allons d'ailleurs aborder en détail un peu plus tard le chaos qui régnait à ce moment-là. Parce que la guerre de sécession, vous le savez, là, c'est entre le Nord et le Sud, c'était pour détruire l'esclavagisme et rendre les droits égaux de tout le monde. Mais le Sud était plus pour les esclaves et le Nord moins. Donc, ça fait quand même un clash. Il faut savoir que le clan, c'est d'abord... Et c'est le Nord qui a gagné, en fait. Oui, exact. Qui a marqué la fin de l'esclavage. Je pense qu'il y en a quand même eu encore un petit peu après dans certains États du Sud. C'était illégal, je crois, parce que c'était devenu fédéral. Puis je pense que c'est à ce moment-là, ils n'ont pas eu le choix de se contraindre, un peu comme dans les élections. Là. Je connais pas tout le détail, mais oui, c'est un peu ça. Et il faut savoir que le clan s'est d'abord formé comme étant une confrérie sociale entre anciens officiers confédérés avant de dériver rapidement vers une organisation paramilitaire structurée et violente. Né dans le chaos de la reconstruction, le clan s'est d'abord voulu un ordre d'élite défendant l'honneur sudiste, avant de se transformer
en une puissante machine de haine et d'intimidation raciale. Pendant plus d'un siècle, il s'est métamorphosé au rythme des bouleversements sociaux et technologiques, s'infiltrant dans la politique, les médias et désormais les réseaux sociaux. À travers ces renaissances successives, il met de l'avant un phénomène inquiétant, la capacité des idéologies extrémistes à muter pour survivre. Nous sommes donc en 1865, le Sud est un territoire dévasté. Les plantations autrefois vastes et prospères sont en ruine. Les villes montrent encore les cicatrices de la guerre, des maisons calcinées, des toits effondrés, des rues pleines de débris. Les champs sont soit abandonnés ou détruits et les récoltes sont perdues. Les familles blanches, qui jadis dominaient socialement et économiquement, se retrouvent complètement désorientées dans cet environnement. Elles sont confrontées à une réalité qu'elles n'avaient jamais imaginée. Les Afro-Américains, autrefois esclaves, sont désormais libres, peuvent voter, posséder des terres, s'instruire et participer à la vie politique. Ça semble tellement être dans un autre monde pour nous. Incroyable. Moi, j'arrive pas on lit ces lignes-là, puis c'est genre, voyons, c'est crazy là, tu sais, que les Afro-Américains étaient esclaves. C'est pour ceux qui sont pas des... qui ont comme nous, qui sont d'une génération qui a aucunement vécu ça, c'est crazy là, de dire que à ce moment-là, ils étaient désormais libres. Oui. On a l'impression vraiment qu'on parle d'une histoire d'il y a 1000 ans, mais c'est pas si loin finalement. Non, à peine une centaine d'années. Là. Et les amendements constitutionnels, la 13e qui apporte l'abolition de l'esclavage en 1865 et la 14e qui est la citoyenneté et l'égalité des droits en 1868 et le 15e amendement, ce qui est le droit de vote universel masculin en 1870, parce que dans ce temps-là, les femmes ne votaient pas non plus, bouleverse profondément la société sudiste, provoquant ainsi une violente réaction parmi les anciens propriétaires esclavagistes, dont la suprématie sociale est maintenant menacée. Ben oui, parce que eux, c'était des seigneurs, là, c'était des gens de la haute, hautes sphères, là, puis là, tout d'un coup, ils viennent de dropper là, d'une classe sociale. Là. Faut qu'ils payent leur. C'est ça. Où ils vont être leur, je sais pas si on appelle ça des agriculteurs ou des gens c'est ça. Qui faisaient dans les maisons. Ah non, ça a tellement. Moi, j'ai été tout le long de cet épisode-là, j'étais un peu en maudit. C'est clair. C'est dans ce climat de peur et de confusion qu'un groupe d'hommes blancs décide de créer une organisation secrète. 6 hommes se réunissent à Pulaski afin de fonder ce qui deviendra le Ku Klux Klan, que nous connaissons aujourd'hui. Chacun apporte un profil unique et stratégique. Et là, Émile, parle-nous un peu plus de ces 6 hommes blancs. Oui, je vais faire un peu le profil de ces 6 fondateurs, voir un peu d'où est-ce qu'ils viennent, en fait. J. Calvin Jones, le premier, est un médecin respecté et un vétéran de guerre. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'organisations militaires là, qui vont rejoindre le clan. Là. Et lui, il incarne l'élite locale. Sa réputation lui donne accès au cercle influent de la ville. On est dans le Tennessee là, à ce moment-là. Il s'exprime avec autorité et calme, et son prestige social lui permet d'influencer les autres. Pour lui, le clan n'est pas simplement un exutoire à la colère, c'est un moyen de conserver le pouvoir et l'autorité sociale que la guerre et l'abolition de l'esclavage menacent. À ses côtés, on retrouve Frank O. McCord, ancien soldat confédéré, lui aussi, apporte lui une certaine expérience militaire au groupe. Il connaît la discipline, la stratégie, l'organisation. Grâce à lui, le clan devient une véritable force paramilitaire. Il organise des patrouilles nocturnes, forme des groupes d'intervention et supervise l'élaboration de rituels codifiés. La vision militaire de McCord donne au clan une efficacité et une hiérarchie que peu d'autres sociétés secrètes peuvent égaler. Puis justement, par rapport aux rituels codifiés, c'était les premiers moments où il y avait des vêtements blancs, les cagoules. C'est lui qui a mis ça en place, les titres hiérarchiques aussi codés, des cérémonies d'initiation pour donner un peu une allure sacrée à leur idéologie. Oui, ça avait un petit côté religieux, le Ku Klux Klan. On va y arriver, faites-vous-en pas là, sur l'origine des habits et tout ça. Là. Il y a aussi Nathan Bedford Forrest, qui lui est un ancien général confédéré et marchand d'esclaves. Et lui devient une figure centrale du clan et est souvent considéré comme le premier grand sorcier, là, ce qu'on appelle le Grand Wizard. Oui, c'est le plus haut dirigeant, ça. Ben oui.
Marchand d'esclaves, c'était un métier, ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est fou, hein? Sous son leadership, le clan adopte une organisation paramilitaire plus cohérente avec une codification de ses buts, notamment le maintien de la suprématie blanche, bien que cette organisation reste largement décentralisée. Richard R. Reed se consacre aux symboles et aux codes de l'organisation, inspiré par les sociétés secrètes européennes et les rites francs-maçons. Oui. Il invente des signes, des symboles, des emblèmes, des serments. Ces symboles donnent au clan une aura mystique qui fascine ses membres et terrorise ses victimes. Puis ça va jouer un rôle aussi, Seb, je pense, dans le recrutement. C'est quand ça a l'air d'être une force mystique, élitiste et autres. Un petit caractère sectaire, on dirait, ou même religieux. On est encore dans une Amérique très religieuse. Oui, il ne faut pas l'oublier. La religion mène le monde à cette époque-là. Là. Donc, ça va jouer un grand rôle dans le recrutement. Les gens vont être attirés par cette aura là, autour du clan. On retrouve aussi un certain John B. Kennedy qui ne semble pas lié à la dynastie là, de John F. Kennedy et les autres. Lui, il se charge de l'expansion. Il identifie les hommes blancs partageant le ressentiment sudiste et les recrute, transformant la ville de Pulaski et ses environs en un réseau structuré. Chaque quartier et chaque village abritant des membres prêts à agir. On retrouve aussi un certain John C. Lester, qui est charismatique, très théâtral. Lui, il supervise les cérémonies secrètes. Il comprend que la peur et le mystère peuvent être aussi efficaces que les armes. Sous sa direction, les rituels nocturnes prennent une dimension presque religieuse. Les robes blanches, les cagoules pointues et les feux de cérémonie créent un spectacle renforçant la loyauté des membres et accentuant la terreur parmi les populations afro-américaines. Parce que leur but, à quelque part, c'est d'être visible, c'est de faire peur. Exact. On retrouve aussi James R. Crow, qui lui exploite ses contacts dans les campagnes pour recruter de nouveaux membres. Il connaît chaque famille dans la ville, chaque fermier et chaque artisan dans tous les comtés voisins. Donc, grâce à lui, le clan s'étend rapidement, invisible mais omniprésent. Tous ces hommes partagent un ressentiment viscéral face à la défaite du Sud et à l'abolition de l'esclavage. Ça les gosse, là. Oui, viscéral, oui, c'est ça. Pour eux, le monde a basculé. Des millions d'Afro-Américains jouissent désormais de droits civiques, tandis que les Blancs se sentent menacés dans leur autorité traditionnelle. Leur expérience militaire et sociale se mêle à une idéologie raciste. Chaque rituel, symbole et acte de violence sert à restaurer un ordre qu'ils croient avoir perdu pour toujours. Puis là, tu sais, évidemment, dans l'épisode d'aujourd'hui, quand même un petit trigger warning, là, on va parler quand même de haine et de racisme. Là, et faites-vous-en pas, on n'endosse aucunement ces propos-là. On n'a pas le choix de dire certains mots et autres. Mais c'est un épisode qui peut vous mettre en crise. Ah ben oui, mais ça. Comme nous, d'ailleurs. Oui, exact. Puis même, on parlait de l'esclavage, mais la traite humaine existe encore aujourd'hui. Ah, faut pas oublier. Je referme cette parenthèse. Oui, il y a des combats de gagnés, mais il en reste d'autres. Oui, exact. Là, on va vous parler un peu des costumes. Les robes blanches et les cagoules pointues des membres répondent à une double fonction. C'est masquer l'identité des participants pour éviter toute répression, mais aussi instaurer un spectacle terrifiant destiné à paralyser psychologiquement les populations afro-américaines. La croix enflammée, symbole emblématique, est utilisée pour frapper les esprits en évoquant une purification par le feu qui est une méthode d'intimidation collective. Il faut dire que les symboles sont effectivement très puissants, car encore aujourd'hui, lorsqu'on prononce, que quelqu'un prononce le Ku Klux Klan, mais la première image qui nous vient en tête, ce sont les cagoules blanches pointues et les croix en feu. Carrément. C'est vrai, hein? Ça s'est vraiment cristallisé dans nos esprits. Et le contexte historique est crucial pour bien comprendre l'ascension du clan. Le combo du Sud en ruine que nous avons abordé plus tôt, les plantations détruites, les villes effondrées, les pertes humaines massives, et les Afro-Américains qui accèdent au droit de vote et participent à la vie politique. Tout cela engendre peur, confusion et ressentiment parmi la population blanche. Le clan apparaît alors comme une solution pour ceux qui refusent de s'adapter à ce monde transformé. Dès le début, le clan adopte une structure hiérarchique inspirée encore une fois de la franc-maçonnerie, mêlant ordre militaire et symbolisme ésotérique. Les titres sont soigneusement choisis. Le Grand Wizard, comme on vous disait, dirige l'organisation. Les Grands Dragons supervisent les États. Les Titans gèrent les districts. Et les Cyclopes
commandent les chapitres locaux. J'ai l'impression ils sont vraiment inspirés par la mythologie. Oui, moi, j'avais l'impression d'être dans Game of Thrones, là, dans le sens où je trouvais ça drôle avec les noms. Et chaque titre renforce la discipline, le sentiment d'élite et donne un cadre pour la violence et l'intimidation. La peur et l'anonymat sont les bases essentielles. Les membres portent toujours les fameuses robes blanches et les cagoules pointues. La croix enflammée reste un symbole central, tout ça ayant pour but de frapper psychologiquement les communautés. La violence est méthodique. Lynchage, assassinat, incendie, intimidation, chaque action est planifiée pour maximiser la peur et contrôler la population. On se transporte maintenant, Seb, quelques années plus tard, en 1868. Un certain Edward W. Scott, un Afro-Américain engagé politiquement en Caroline du Sud, est enlevé, torturé et lynché. Son corps est exposé sur la place publique afin d'envoyer un message clair: la participation politique des Noirs ne sera pas tolérée. C'est un des premiers actes marquants de leurs activités violentes. En 1870, maintenant, plusieurs fermes afro-américaines à Colton County sont incendiées, détruisant récoltes, outils et maisons, plongeant les familles dans la misère et brisant l'économie locale. Parce qu'il y a beaucoup de familles, une fois que ces esclaves-là sont devenus libres, il y en a beaucoup qui sont partis sur des terres agricoles ou qui ont fondé leurs terres agricoles. Oui. À quelque part, il y avait quand même une petite expertise là-dedans. C'est ce que j'avais dit, Et ça, c'était très mal vu de leur côté à eux. Là. C'est comme si tu leur enlevais leur main-d'œuvre gratuite. Puis que là, en plus, ils allaient te compétitionner en allant créer des terres agricoles et autres. Donc ça, tu avais des vagues là, de fermes incendiées, puis de terres agricoles brûlées et tout ça. Là. Vraiment dégueulasse pour mettre les familles dans la misère. Là, t'sais. Dans le comté de Robeson, en Caroline du Nord, des écoles pour enfants noirs sont menacées ou détruites. Le clan comprend que priver les Afro-Américains d'éducation maintient leur dépendance. Effectivement, c'est une tactique de guerre qui date de millénaires. Oui, exact. De réduire ton peuple, en fait, qu'ils soient le moins éduqués possible pour les contrôler. En 1871, maintenant, le révérend Amos Cooper, pasteur militant pour le suffrage noir, est assassiné dans le Tennessee. Son élimination n'est pas un crime individuel, mais un avertissement. Tout leadership noir ou engagement politique peut être puni de mort. Donc, ça commence le terrorisme interne. Lors des élections de 1868 en Louisiane, le clan organise des patrouilles pour intimider les électeurs noirs et escorter les électeurs blancs favorables. L'objectif est clair: garantir la domination politique des Blancs par la peur. Cette violence systématique transforme le clan en véritable force paramilitaire. Chaque attaque a un but précis. Chaque nuit, des patrouilles visent à semer le maximum de terreur. L'effet psychologique surpasse souvent la violence physique. Les populations sont isolées et désarmées. Elles se retrouvent paralysées, incapables de revendiquer leurs droits. Ça n'a pas de bon sens qu'à l'époque, les autorités, je comprends que ça ne devait pas être les mêmes structures de police et tout ça, mais laisser aller ça d'une certaine façon. Parce qu'imagine aujourd'hui qu'il y aurait ce genre de propagande la nuit où c'est sûr qu'on couperait, je veux dire, il y aurait plus de surveillance. Ça, c'est une autre époque, mais j'ai l'impression qu'il y avait un certain laisser-aller aussi des autorités, sûrement par idéologie aussi. Là. Je vais y arriver tranquillement, mais c'est sûr que, tu sais, on n'avait pas l'organisation policière qu'on a maintenant. Là, tu sais, je pense que c'était beaucoup plus à la va comme je te pousse. Oui. Tu sais, je pense qu'ils se gardaient une petite gêne avant d'intervenir auprès de gens aussi influents que les gens dont on a parlé, là, tu sais, qui sont plus influents que bien des membres des autorités. Oui. Mais quand même, en 1870-71, le gouvernement fédéral intervient quand même là, avec le clan, avec le Ku Klux Klan Act, permettant l'arrestation et la poursuite des membres pour complot visant à violer les droits civiques. Parce qu'évidemment, c'est là, l'esclavage est terminé. On n'a pas plus le droit de tuer des Afro-Américains. Là, faut se calmer un peu. Là. Donc, ils vont mettre des lois en place. Et des troupes fédérales sont déployées dans certains États et plusieurs dirigeants du clan sont jugés et emprisonnés. Donc, il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des gens arrêtés. Mais la résistance locale, la complicité des jurys blancs et l'influence des shérifs limitent l'efficacité de la loi. À la fin de la reconstruction en 1877, il y aura un retrait des troupes fédérales.
Et les lois, il y a une loi qui s'appelle Jim Crow, différentes lois sous le nom de Jim Crow, permettent aux Blancs de maintenir leur suprématie par la loi plutôt que par la terreur visible. Ouais. Et l'idéologie raciste du clan perdure à travers ces structures légales et l'ordre social imposé. Donc là, tu sais, il y a eu des lois qui ont été imposées, je ne sais pas si c'était pour calmer le jeu un peu, mais les Afro-Américains demeuraient quand même des citoyens de second ordre. Oui, exact. Là, et dans les États du Sud, entre autres, là, ces lois-là vont être actives là, pendant près de 100 ans, de 1877 à 1964, qui imposaient la ségrégation raciale légale entre les Blancs et les Afro-Américains. Donc, ces lois-là interdisent aux Noirs et aux Blancs de partager les mêmes espaces publics, comme les écoles, les transports, les hôpitaux, les restaurants et même les toilettes, sous le principe qu'ils sont séparés mais égaux. C'est drôle un peu. C'est tellement bizarre. Pas très, très égaux, finalement. Non. Puis, tu sais, ça va se voir. Il y a des villes où les Blancs n'oseront pas traverser une rue, puis vice-versa pour les Noirs, parce que là, c'est considéré... c'est comme si tu traversais une ligne là, quelque part. Là. Exactement. Donc, ça sera pas forcément mieux. Ben, au moins, il n'y aura plus d'esclavage, mais il va y avoir une autre forme de contrôle et de manipulation, à quelque part, qui est pas beaucoup plus saine. Non. Mais en réalité, les installations pour les Afro-Américains étaient toujours inférieures à celles des Blancs. Ces lois visaient à maintenir la domination blanche en limitant les droits civiques des Noirs, notamment leur droit de vote, évidemment, malgré les protections constitutionnelles obtenues après la guerre de sécession. Donc ça n'a comme pas été respecté. Non. Elles ont été officialisées par la Cour suprême en 1896 et abrogées progressivement dans les années 1960 avec le mouvement des droits civiques et les lois fédérales anti-ségrégation. Donc, tu sais, on comprend un peu qu'il y a encore des tensions parce qu'avec tout ce que les Afro-Américains ont vécu aux États-Unis, mon Dieu, pendant plus de pendant des centaines d'années quelque part, on comprend qu'il y a des tensions dans certaines villes, dans certaines communautés. Là. C'est tellement décourageant. Puis tu sais, 1960, c'est encore une fois, c'est tellement pas loin. Même c'est dans ces années-là que le droit de vote pour les femmes est apparu aussi. Donc on dirait que tout ça, c'est un peu empilé un après l'autre. Toutes ces inégalités-là ont été un peu résorbées. Et bon, là, on va reculer. On va se projeter un peu dans le temps. En 1915, parce que là, le clan a eu quand même une petite descente là, suite à toutes ces lois-là. Mais en 1915, la projection du film Naissance d'une nation, qui s'appelait The Birth of a Nation, joue un rôle crucial dans la renaissance du Ku Klux Klan. Ce film muet, monumental, réalisé par D.W. Griffith, est une adaptation d'une pièce de théâtre raciste, The Klansman, qui dépeint le Klan non pas comme un groupe terroriste, mais comme un héros salvateur du Sud, vaincu au lendemain de la guerre de sécession. Et par cette représentation, il légitimise non seulement les actions violentes des premiers membres du clan, mais glorifie également leur rôle supposé de justicier, protégeant l'ordre blanc et rétablissant en fait la paix à travers la violence. Et on voit la pochette, là, on voit c'est les chevaux aussi à l'époque qui leur mettaient des sortes de cagoules et d'habits aussi blancs. Les chevaux ont l'air d'être des membres du Ku Klux Klan. C'est un film que j'ai étudié dans mes cours de cinéma. C'est ce que j'allais te Birth of a demander. Nation, exact. Puis je pense qu'à cette époque-là, tu sais, t'avais quand même un clivage. Évidemment, le réalisateur D.W. Griffith, on est dans un monde plus d'artistes et autres. Je pense qu'il y avait pas tout à fait... je veux pas rien excuser. C'est quand même un film qui a eu, parce que ça a eu énormément de succès aux États-Unis. Je pense qu'il jouait avec l'image du clan, mais que ça a mal été interprété. Là, justement, un peu comme si c'était des chevaliers sauveurs, mais bref, c'était tout le contraire. Oui, parce que lui, dans le fond, est-ce qu'il voulait faire une ironie de ça, puis finalement, ça a été instrumentalisé par le clan? Tu sais, est-ce que c'est un peu ça? Peut-être que t'as pas la réponse. Oui, c'est pas trop clair de son intention à la base, là, tu sais, mais c'est un film qui a mal vieilli. Oui. Oui, on dirait que je serais curieux de le voir par curiosité, mais ouais. Et à sa sortie, Naissance d'une nation connaît un immense succès, attirant des millions de spectateurs aux États-Unis. Il devient rapidement un phénomène culturel national. Partout, des produits dérivés sont vendus, comme des chapeaux, des tabliers à l'effigie du clan. Il y a même des soirées à thème du clan, là, sont organisées dans les universités et les grandes villes.
Oh mon Dieu, quand ça atteint les universités, là, ça fait encore plus peur au niveau de l'endoctrinement. Là. Et par exemple, lors de l'Halloween à Chicago, il y a des milliers de jeunes qui portaient des robes blanches réunies sous la protection du clan. Cette popularité ouvre la voie à un regain d'adhésion envers l'organisation, notamment auprès de William Joseph Simmons, qui est un prédicateur méthodiste de Géorgie qui s'en inspire pour rallumer la flamme du clan, justement, au sommet du Stone Mountain, qui est un symbole qui est devenu sacré pour les membres. Cependant, le film suscite aussi une violente controverse. Le National Association for the Advancement of Colored People, le NAACP, formé quelques années plus tôt pour défendre les droits des Afro-Américains, mène une campagne de boycott national dénonçant la propagande raciste du film et apportant la preuve de ses falsifications historiques. La protestation est forte, particulièrement dans les grandes villes où des manifestations dégénèrent parfois en émeutes, comme au Tremont Theatre de Boston. Dans plusieurs États comme à New York, l'Ohio ou le Massachusetts, la projection du film est interdite. Au moins, tu vois que New York, j'ai toujours trouvé ça a toujours été un État de plus gauche. Plus progressiste. Oui, exact. Là, c'est ça, tu vois que même à cette époque-là. Et pourtant, malgré ces résistances, le film joue un rôle majeur dans la diffusion des idées suprémacistes et plusieurs historiens et historiennes contemporains l'ont pointé du doigt comme ayant provoqué une recrudescence des lynchages et des violences raciales dans les années qui suivent. Et l'impact du film ne se limite pas à attirer de nouveaux membres au clan. Il façonne durablement l'imaginaire américain, inscrivant dans la culture populaire une représentation fausse et raciste. Les Afro-Américains y sont dépeints en ennemis menaçants, les femmes blanches comme des victimes à protéger et les Blancs du Sud comme les héros d'une croisade raciale nécessaire. Même dans la sphère française, la diffusion du film est bloquée en raison de ses effets potentiels sur le moral des troupes coloniales noires qui sont engagées durant la Première Guerre mondiale aussi. Mm-hmm. Une drôle de raison pour boycotter le film. Là. Oui, c'est ça. On se ramène à l'époque, mais oui, t'as raison. Ce puissant outil audiovisuel a agi carrément comme un ciment idéologique qui unit un grand nombre de Blancs mécontents face au bouleversement de la reconstruction, le tout en glorifiant la violence et l'intimidation, la rendant acceptable, voire même nécessaire. Il donne au clan une nouvelle légitimité apparente, renforcée par la mise en scène impressionnante. C'est ce double effet d'engagement massif et de consolidation idéologique qui explique que dans la décennie qui suit la sortie du film, le camp connaît une ressurgence sans précédent, passant d'une petite société secrète locale en un mouvement national pouvant compter des millions de membres. C'est fou quand même comme ce film hollywoodien-là a joué un rôle dans la croissance du clan. C'est crazy. L'année 1915 marque décidément un tournant. L'Amérique entre dans le siècle industriel. Les villes grandissent, les usines tournent à plein régime et des foules de migrants venus d'Italie, d'Irlande, de Pologne et d'Europe de l'Est s'entassent dans les quartiers populaires des villes américaines. Pour une partie de la population blanche protestante, ce monde qui change trop vite suscita un vertige. La peur de perdre son identité, ses privilèges, même son pays. C'est dans ce mélange de fascination et d'angoisse qu'un prédicateur méthodiste dont nous avons parlé un peu plus tôt en Géorgie, William Joseph Simmons, va rallumer une flamme qu'on croyait éteinte. Simmons, suite à un accident de voiture en 1915, décide de recréer le clan, fortement inspiré par le film dont nous venons de parler, Birth of a Nation, mais aussi par des romans à thématique raciste. Simmons est également influencé par le lynchage très médiatisé de Leo Frank, qui est un juif accusé à tort qui alimente l'angoisse antisémite et sert de catalyseur à la renaissance du clan. Vous irez googler ça si vous voulez en savoir plus sur cet incident de Leo Frank. Simmons n'agit pas dans le vide. Au cinéma, Naissance d'une nation continue de bouleverser les spectateurs américains. En sortant de la salle, Simmons voit dans cette fiction une révélation. Le clan, pense-t-il, peut renaître de ses cendres du vieux Sud et devenir le pilier moral d'une Amérique menacée. Simmons utilise donc un exemplaire prescrit du clan de la reconstruction pour élaborer les rituels, la hiérarchie et la doctrine de cette nouvelle organisation suprémaciste blanche. Quelques mois plus tard, le 26 octobre 1915, il réunit 15 hommes sur les pentes de Stone Mountain, en Géorgie.
La nuit est lourde et sans lune. Le vent siffle entre les pins et dans l'obscurité, une croix s'enflamme. Son halo vacillant projetant sur les visages une lumière à la fois sacrée et inquiétante. Dans ce rituel secret, quelque chose d'ancien reprend vie. Le feu devient un spectacle de pouvoir et de mystère, le symbole inaugural d'un mouvement qui va s'étendre à tout le pays. La croix enflammée et les traditions écossaises deviennent le rituel emblématique d'unité et de menace psychologique pour la renaissance du clan. Cette nouvelle, mouture du Ku Klux Klan ne se contente pas d'imiter son ancêtre du 19e siècle. Non. Il s'organise comme une institution moderne, réglée, hiérarchisée. Simmons se couronne lui-même comme le Imperial Wizard, le sorcier impérial, chef suprême de cette organisation. Sous lui, il y a des Grand Dragons, des grands dragons, comme on le disait tout à l'heure, Seb, qui dirigent des États, des grands titans qui coordonnent les régions, et tout en bas, les Cyclopes qui mènent les chapitres locaux. Un peu comme les groupes de motards criminalisés. C'est exactement ça que j'ai pensé. Chaque grade, chaque titre, chaque robe blanche cousue à la main scelle un sentiment d'appartenance exclusive et puissante. Cette incarnation du clan vise désormais non seulement les Afro-Américains, mais aussi les immigrants catholiques et juifs venus d'Europe et du Sud, de l'Europe du Sud de l'Europe de l'Est, ainsi que les syndicalistes et même les féministes. C'est des woke. Oui, tous perçus comme des menaces à la culture anglo-saxonne protestante. C'est vrai, c'est un peu les premiers anti-woke. C'est vraiment ça. Donc là, maintenant, c'est plus juste une frustration par rapport à l'esclavage, parce que là, on est presque 100 ans plus tard. Là, c'est vraiment, on veut pas perdre nos privilèges blancs, puis on va tout faire pour. Donc, tout le monde qui menace à quelque part ces privilèges-là deviennent nos ennemis. Et Simmons confie aussi la communication, le département de communication à Edward Young Clark et Mary Elizabeth Tyler. Il y a une femme là-dedans, avec qui il forme un triumvirat, donc un trio de dirigeants, et qui organise des campagnes publicitaires et des événements visant à maximiser les adhésions. Donc là, le clan va connaître sa deuxième vague qui est propulsée un peu par l'ère industrielle. Puis là, tu vas voir, Émile, le clan de 1915 ne se limite pas à un cercle d'initiés. Il veut conquérir tout le pays. Et Simmons met alors en place une redoutable machine de recrutement. Il engage des agents itinérants qui appellent les Kleagles avec un K, qui sont payés à la commission pour vendre l'adhésion comme un produit. Chaque inscription devient une transaction mêlant foi, prestige et profit. Les recruteurs gardent jusqu'à 4 $ sur 10 versés par les nouveaux membres, donc 40% quand même, tandis que le reste alimente la hiérarchie nationale, qui est un système pyramidal, dans le fond, qui est inspiré du marketing à plusieurs niveaux, les fameux MLM, qui accélère la croissance du mouvement. Et le recrutement vise aussi des groupes organisés, des loges fraternelles, des églises protestantes, pour encourager les adhésions collectives et nourrir un sentiment d'unité communautaire. Et dans une Amérique en quête d'identité, eh bien, le discours séduit. Rejoindre l'ordre, c'est défendre sa race, sa religion, son pays. Ce culte de l'exclusivité rappelle les communautés suprémacistes en ligne, qui promettent aujourd'hui fraternité et sens à leurs adeptes. Oui, à quelque part, c'était des piliers des MLM, puis de ce genre de recrutement-là, puis évidemment de toutes les communautés en ligne. Oui, exact. Et ils renforcent aussi leur respectabilité avec des événements sociaux, des pique-niques, des défilés, des cérémonies publiques, souvent bénis par des pasteurs affiliés au groupe. Cette façade morale, eh bien, ça masque une violence persistante. Au début des années 20, les adhésions explosent, atteignant près d'1 million de membres, mais les scandales, détournements de fonds, affaires sexuelles, violences incontrôlées, ternissent vite quand même l'image du clan. Et l'affaire Joseph Shoemaker, battu à mort par des policiers membres du groupe en 1921, eh bien, choque l'opinion. Sous la pression, Simmons cède la direction à Hiram Wesley Evans, un dentiste texan qui tente de canaliser, au lieu de faire des traitements de canal, le mouvement vers une influence politique plus respectable, entre guillemets. Oui, et puis c'est là qu'on voit qu'il y a des policiers dans le Ku Klux Klan, il y a des prêtres, il y a des membres vraiment de l'élite, comme si Dieu endossait ça, là, quelque part. Donc c'est troublant un peu de voir leur capacité de recrutement à ce moment-là. Là.
Le clan sait depuis ses débuts que le pouvoir passe par le spectacle, encore aujourd'hui. Hein. Oui, hein? Les feux de croix allumés sur les collines, les parades de nuit, les discours exaltés devant des foules en robe blanche, tout est mis en scène avec minutie. Ces cérémonies grandioses fascinent autant qu'elles effraient. Aux yeux des sympathisants, elles symbolisent puissance et unité. Pour les communautés visées, par contre, elles incarnent la terreur absolue. La croix enflammée, symbole central, est utilisée comme un spectacle de pouvoir, un rituel destiné à terroriser les populations noires et à asseoir l'autorité du clan. Les parades du clan, qui sont souvent nocturnes, mêlent musique, symboles religieux et démonstrations de force, créant un événement anxiogène, mais aussi mobilisateur pour ses membres, oui. Plusieurs curieux aussi. Exact. Ces rassemblements se voulaient des démonstrations de contrôle ainsi qu'une affirmation publique de la supériorité raciale des membres. Ce goût du rituel et de l'image annonce déjà une ère à venir, celle où la propagande se fera en vidéo, même en mime et en slogans viraux si on se projette des décennies en avance. Comme les spectaculaires rassemblements du clan, les campagnes en ligne d'aujourd'hui transforment la haine en spectacle de masse où l'émotion précède toujours la réflexion. On va parler un peu de propagande et des médias. Là. On est bien avant l'Internet, évidemment, mais déjà à ce moment-là, le clan comprend le pouvoir des médias. Dans les années 1920, il se dote de ses propres journaux, des tracts, des brochures qui circulent un petit peu partout. Son message est simple, presque publicitaire. Nous sommes les défenseurs du protestantisme, de la pureté raciale et des valeurs américaines. Le ton, qui est direct et répétitif, frappe l'imaginaire d'une population bouleversée par l'urbanisation et l'immigration. Pour maximiser son influence, le clan utilise aussi des campagnes publicitaires ciblées, notamment dans les journaux locaux et les affiches, ainsi que dans des spots. C'est le début de la radio, donc il va y avoir des spots radiophoniques à mesure que la radio devient populaire. La Southern Publicity Association, fondée par des propagandistes professionnels, joue un rôle déterminant dans l'organisation médiatique du clan, supervisant la production et la diffusion des contenus haineux destinés à rallier les masses. Ils vont exploiter aussi la presse sensationnaliste qui relaie les actes de violence en leur donnant une couverture nationale, contribuant à renforcer sa notoriété et à faire passer son idéologie. Donc, il y avait un gros shock value là, leur système de communication et de publicité. Là. Il y avait des panneaux sur le bord des routes. Hein? C'est crazy. C'est fou. Il y en a un, justement, qui est dans le document. Là, c'est « You are in the heart of Clan Country. Welcome to North Carolina. Join the United Clans of America. » Oui, et c'est écrit en dessous « Help fight integration and communism ». Communism, oui. Combattre l'intégration. T'sais. Ah, c'est incroyable. Et cette stratégie-là, c'est l'ancêtre des mécanismes numériques contemporains, qui est de multiplier les canaux, simplifier le message, frapper les émotions avant même la raison, puis ils vont être assez bons là-dedans. Là où les Kleagles distribuent des tracts, les recruteurs modernes diffusent des vidéos sur Telegram, par exemple. La même logique, juste des nouveaux outils. Par ailleurs, le clan adapte ses discours selon les stades de radicalisation, diffusant d'abord des idées paternalistes et raciales légitimées par une rhétorique de protection des valeurs américaines avant de glisser vers des appels à la violence implicites ou explicites. La presse critique finit par se mobiliser contre l'organisation à travers des enquêtes journalistiques exposant violence et corruption, contribuant à son déclin au fil des années 1920 et 1930. Donc, c'est là que il va y avoir un petit déclin là, du Ku Klux Klan. Parce qu'au moins, il y a un aspect qu'il faut se rassurer, mais qu'il y a quand même une grosse partie de la population qui ne sont pas en accord avec eux, dans le sens que il y a eu une certaine pression publique aussi qui a amené à leur fin aussi. Là. Heureusement, ça me rassure que ça n'a pas touché tout le monde. Et au fil des années, eh bien, le clan élargit la liste de ses ennemis. Autrefois centré sur les Afro-Américains, eh bien, il vise désormais les immigrants catholiques, les Juifs, les syndicalistes, les féminismes. Et son racisme se double d'un nationalisme protestant agressif. Et l'objectif est clair. Hein? Fédérer les peurs, rassembler sous une seule bannière tous ceux qui se sentent menacés par la modernité. Cette expansion des cibles du clan s'inscrit notamment dans la vague nativiste des années 1920, où la peur des vagues d'immigration européenne, surtout catholique et juive, eh bien, ça alimentait la rhétorique xénophobe et antisémite du mouvement.
le clan se fait défenseur d'un américanisme dit à 100%, s'opposant radicalement aux changements sociaux, culturels et religieux perçus comme une menace contre l'identité anglo-saxonne et protestante des États-Unis. Et avec le temps, eh bien, son idéologie fusionne avec d'autres courants d'extrême droite, dont le nationalisme blanc et le fondamentalisme chrétien, et les théories conspirationnistes, renforçant ainsi un discours multiplateforme, en fait multiforme et adaptable. Et cette logique d'expansion idéologique annonce directement les tactiques actuelles des mouvements suprémacistes numériques qui fusionnent racistes, complotistes et nationalisme sous des slogans viraux comme celui du grand remplacement, là, que c'est ça, on serait remplacé par tout le monde. En réactualisant sans cesse ses ennemis, eh bien, le clan met en œuvre une peur modulable, un outil politique puissant pour mobiliser différents publics et s'adapter aux contextes sociaux et politiques. Et cette évolution se poursuit aujourd'hui où le clan et les groupes affiliés exploitent les réseaux sociaux et les plateformes en ligne pour diffuser une idéologie à la fois transnationale aux multiples facettes, reliant racisme, islamophobie, négationnisme et nationalisme identitaire. Et pour garantir la survie de son message, un peu comme tout, il faut endoctriner les jeunes. Le clan ne se limite pas aux adultes. Et dans les chapitres locaux, eh bien, il y a des programmes éducatifs à ça, là, qui sont créés pour les enfants blancs. Ah, c'est crazy. Jeux, lectures, cérémonies, tout est conçu pour inculquer dès le plus jeune âge les valeurs racistes et patriotiques du mouvement. L'idéologie devient un héritage transmis comme un devoir familial. Ces programmes incluent des livres, des manuels, des activités scolaires qui sont inspirées du Cloran, K-L-O-R-A-N. Comme le Coran, oui, mais exact. À la façon du clan. Oui, qui est le manuel rituel du clan qui vise à sensibiliser les enfants à la suprématie blanche et à la haine des ennemis désignés. Ah non, c'est malaisant. Et le clan encourage également la participation des familles entières à ces rituels et événements, renforçant ainsi la transmission intergénérationnelle de son idéologie. Puis je suis convaincu que quand tu as ça jeune, ça doit être beaucoup plus difficile de changer avec le temps. Et un siècle plus tard, eh bien, cette logique de transmission trouve son prolongement dans les campagnes de radicalisation en ligne où les plateformes comme Instagram ou TikTok diffusent des messages codés qui séduisent les adolescents en quête d'identité. Les messages et les mimes codés, souvent partagés dans des groupes fermés ou sur des plateformes alternatives, utilisent la gamification et le sentiment d'appartenance pour attirer et retenir les jeunes, simulant un passage progressif vers des contenus plus radicaux. Ça ressemble d'une certaine façon un peu à Discord 764 dans le recrutement. Ils vont doucement, puis après ça... Exact. Non, c'était quand même il était quand même assez doué en marketing, puis en manipulation, là, quelque part, ces gens-là. Là. Moi, je me rends juste compte que l'humain n'a juste pas changé. On a d'autres outils. T'as bien raison. À son apogée, Seb, en 1924, le Ku Klux Klan revendique près de 5 millions de membres, c'est beaucoup, là, soit environ 15% des hommes blancs américains. Son influence est politique autant que culturelle. Des maires, des sénateurs, des juges sont membres et doivent leur carrière au clan. Mais l'édifice s'effondre brutalement, miné par les scandales et la corruption. Le cas du grand dragon de l'Indiana, un certain D.C. Stephenson, accusé du viol et du meurtre de Madge Oberholzer, provoque un choc national. Le vernis de respectabilité craque, révélant la violence et l'hypocrisie qui gangrènent l'organisation. En quelques années, le clan perd des millions d'adhérents. Parallèlement, la Grande Dépression et la montée du 20e siècle remettent en cause son modèle d'organisation et réduisent sa capacité à influencer la classe moyenne blanche. Il ne disparaît pas pour autant, par contre. Non. Son imagination politique, celle du spectacle, du secret, du recrutement de masse et de la communication émotionnelle reste ancrée dans la culture américaine. Ce qu'il a bâti sur les routes poussiéreuses du Sud et dans les salles de réunion des Kegels, il trouve aujourd'hui une nouvelle vie dans les espaces numériques. Les symboles, les rituels et la logique d'intimidation ont été adaptés aux nouveaux outils digitaux, transformant les croix en feu en images virales, slogans sur les réseaux sociaux. Les croix en feu se sont éteintes, mais la logique qui les faisait brûler s'est adaptée aux pixels et à l'algorithme, ce qui permet de propager les idées à de très grande vitesse.
Poursuit. Depuis le tournant des années 2000, le Ku Klux Klan a progressivement déplacé ses activités vers l'espace numérique afin de contourner la marginalisation sociale et la répression légale, les parades et les cérémonies physiques étant devenues rares et fortement surveillées aujourd'hui. Internet est alors apparu comme un terrain global, instantané et difficile à contrôler, offrant une opportunité unique de recruter, de diffuser sa propagande et de structurer des réseaux idéologiques à grande échelle. Et avec l'avènement du Web 2.0, la publication instantanée de contenus multimédia et la création de communautés interactives ont permis aux clans de développer une stratégie multiplateforme sophistiquée où chaque outil numérique joue un rôle précis dans la propagande de l'idéologie suprémaciste. Si vous pensiez que le Ku Klux Klan était chose du passé, nous allons voir ici que c'est loin d'être le cas. Sur des plateformes comme Gab et V-Contact, avec un K, le Contact, le discours suprémaciste circule librement à travers des hashtags tels que White Heritage, KKK Tradition, Protect Our Race, White Genocide ou Honor Our Ancestor, accompagnés de mimes détournant des films, des séries ou des jeux vidéo. Parmi eux, certains GIFs animés représentent des personnages de jeux vidéo brandissant des croix enflammées ou illustrant des villes multiraciales en ruine avec des phrases comme « Return to Tradition ». Mon Dieu. Ces contenus sont diffusés dans des flux publics et semi-publics afin de séduire un public jeune et curieux, tout en contribuant à normaliser et à banaliser même les symboles et les récits suprémacistes. Parallèlement, les forums anonymes tels que 8kun, 8KUN, c'est comme un autre équivalent du 8chan, et le 8chan aussi, on s'entend, là, qui offre des espaces non modérés, propices à la radicalisation et à la diffusion de manifestes et de tutoriels idéologiques, certains qui ont même directement servi de tremplin à des vraies attaques terroristes. Ces forums organisent des films médiatiques détaillant la création de vidéos virales, la réalisation de pseudo-documentaires, le développement de comptes anonymes et la structuration de réseaux de recrutement avec des schémas représentant les relations entre recruteurs, créateurs de contenu et cellules locales. Et les messageries chiffrées comme Telegram et Discord permettent de créer des groupes fermés, subdivisés en canaux, des sous-canaux spécialisés tels que recrutement, propagande, crypto-funding, rituels et même mimes, mais sous des thématiques suprémacistes. J'ai hâte de voir le crossover entre le Ku Klux Klan et la crypto. Ça doit être lié, ça, quelque part. Oui, pour se financer, c'est toujours ça. Oui. Oui, c'est ça. Dans ces sous-groupes-là sur Discord, ils partageaient des fichiers PDF, des tutoriels vidéo, des instructions de diffusion de listes, de hashtags à utiliser, des guides détaillés pour intégrer de nouvelles recrues dans les cellules locales. Et les plateformes de vidéos alternatives comme Rumble, que je ne connaissais pas, BitChute et Odyssey diffusent des cérémonies virtuelles, des tutoriels, des discours idéologiques et des pseudo-documentaires historiques formant un écosystème souterrain où textes audio et vidéos et images sont utilisés pour recruter, former et radicaliser et finalement coordonner les membres. Et c'est fou, ces plateformes-là, à part Odyssey que je connaissais de nom, Rumble et BitChute, je ne connaissais pas du tout. Moi non plus. Mais c'est incroyable le nombre de plateformes qui existent sans modération. Puis ça n'arrêtera jamais. Parce que non, il y a toujours des gens qui ont intérêt à voir ça. Exact. Oui. Non, on dirait que cet aspect-là, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais à... S'il y en a un qui ferme, il y en a un autre qui ouvre, un whack-a-mole. Oui, exact.
Je vais revenir un peu sur la radicalisation, mais à l'ère numérique, Seb. La radicalisation suit un schéma progressif. Donc, ça débute par du contenu accrocheur, humoristique, souvent un peu provocateur, des vidéos courtes, mais éventuellement, ça évolue vers des contenus plus longs, plus anxiogènes, plus sérieux, comme des podcasts, des articles de vidéos, des documentaires même qui détaillent la décadence culturelle et l'invasion des minorités qu'on est en train de vivre en ce moment en Amérique. Ensuite, les recrues sont intégrées dans des espaces fermés, dans des groupes Telegram privés ou des cellules locales où elles participent activement à la diffusion de la propagande, au financement via des crypto-monnaies, évidemment, et à l'organisation d'événements clandestins. Le tout renforcé par des concours de memes trash, des quiz interactifs et des tutoriels approfondis sur les symboles et les rituels du clan. Donc, ça a changé tout en ne changeant pas trop. Là. Oui, exact. L'organisation interne suit le modèle en cellule autonome de Lewis Beam. Chaque cellule indépendante partageant code, symboles et objectifs idéologiques, mais restant coordonnée à travers les forums, les messageries et les canaux privés. Des schémas de flux numériques permettent d'identifier les nœuds principaux correspondant à des recruteurs expérimentés et des créateurs de contenu reliés à plusieurs sous-groupes Telegram et comptent sur encore, on a parlé de Rumble tout à l'heure, et vContact, formant une véritable carte dynamique de propagande idéologique. En parallèle, le collectif Anonymous intervient comme antagoniste numérique par des actions de doxing ciblées, des piratages de sites, des interruptions de services et la diffusion de contre-propagande avec des vidéos, des memes ridiculisant les symboles du clan. Ils sont toujours là quand on a besoin d'eux, Anonymous. Ils cartographient également les réseaux numériques et transmettent ces informations aux médias et aux organisations, ralentissant ainsi la propagation des contenus extrémistes et limitant le recrutement en ligne. Les idées du clan sont par ailleurs amplifiées par la galaxie, le alt-right et QAnon. Vous vous rappelez de QAnon à une certaine époque, un peu avant la pandémie, là, qui partagent des théories du complot, du racisme et du nationalisme radical. Cette convergence rend la surveillance et la prévention de la radicalisation particulièrement complexe, car elle étend l'influence des groupes à des audiences plus larges et transnationales. On s'en rappelle, hein, la montée de la alt-right. On vit en ce moment, je pense, dans un contexte qui permet l'émergence d'un groupe comme le Ku Klux Klan, plus que jamais de mon vivant, du moins, de ma courte existence sur Terre. On est dans un climat où je pense un terreau fertile pour la radicalisation en ligne. Là. Même avec la rareté des manifestations physiques, cette propagande reste virale et structurante, détaillant la circulation des contenus entre groupes privés, plateformes alternatives et forums anonymes, tandis que les symboles historiques continuent d'influencer la nouvelle génération de suprémacistes. La circulation en ligne de symboles et de récits suprémacistes, ne se limite pas à la visibilité. Elle a des conséquences concrètes sur les personnes ciblées, exposées à l'intimidation, aux menaces et au harcèlement, sur la cohésion des communautés locales et sur la perception publique des groupes minorisés, contribuant à l'exclusion et à la stigmatisation de ces groupes-là. Les algorithmes de recommandation et les logiques d'engagement favorisent la viralité de certains contenus, accélérant la radicalisation sans intention consciente des plateformes, en privilégiant les contenus émotionnels et polarisants. Oui, c'est devenu un modèle d'affaires. Hein? C'est vraiment ça. Puis c'est ça qu'il faut comprendre pourquoi justement les réseaux sociaux font ça, étant donné qu'eux, l'objectif, c'est pécunier. Hein? C'est de faire de l'argent. Ils savent que l'humain a tendance à réagir à des choses. Puis c'est pour ça que ces temps-ci, depuis un certain temps, les algorithmes sont polarisants parce que c'est payant. Mais moi-même, de plus en plus, j'essaie d'éviter. On dirait parce que ça me gosse, puis je veux pas leur donner plus de eyeball. C'est clair. Mais face à cette situation, Émile, les États, les plateformes et la société civile développent des stratégies multiples afin de contrer cette radicalisation-là. Des politiques de modération renforcées, collaboration entre entreprises et ONG, des enquêtes policières ciblées, des programmes de déradicalisation en ligne et hors ligne, tout en maintenant un équilibre avec les enjeux de liberté d'expression et de responsabilité algorithmique. C'est drôle, hein, parce que le fait de te faire déradicaliser, je vois ça un peu comme quand tu vas dans une cure de désintox, je me demande comment ils font
comment ils font ça. Ça doit être ça doit être en t'éduquant, j'imagine, qu'on te déradicalise. Et les outils financiers numériques initialement détournés pour faciliter les collectes sont aujourd'hui encadrés par des mesures de traçage, des gels d'avoirs et une transparence des paiements visant à limiter les ressources disponibles pour ces groupes. Ça, justement, on va en parler un petit peu plus dans l'after show. Tandis que les crypto-monnaies restent un pilier central de leur autonomie opérationnelle, permettant des transactions anonymes jusqu'à un certain point et décentralisées pour financer les propagandes et les événements clandestins. Et le passage au numérique a également rendu ces réseaux transnationaux. Les idées et tactiques circulent entre les groupes de différents pays, créant une écologie fragmentée d'acteurs, de plateformes alternatives et de canaux chiffrés. Il y a des chercheurs, journalistes et collectifs de défense des droits qui documentent, exposent et contre ces narratifs, tandis que certaines opérations de contre-information et de dépublication, eh bien, ça vient limiter la diffusion des contenus extrémistes. Là. Plus on est capable de l'empêcher, mais encore une fois, c'est très, très difficile. La prévention passe par l'éducation aux médias pour apprendre à décrypter et à reconnaître la désinformation, ainsi que par des programmes de soutien qui sont destinés aux jeunes susceptibles d'être ciblés par ça. Mesurer la présence en ligne d'un groupe reste très complexe. La visibilité publique ne reflète pas la force opérationnelle réelle et une faible visibilité, eh bien, ça peut coexister avec une capacité nocive significative. Je vous ramène dans la période actuelle, les distordus. Entre 2024 et 2025, la présence et l'influence du Ku Klux Klan dans l'espace numérique ont connu une résurgence marquée, alimentée par le rôle ambigu et parfois controversé de certaines figures publiques et certaines plateformes. Un exemple emblématique, c'est celui d'Elon Musk, dont la gestion de la plateforme Twitter, le rebaptisé X, a suscité de vives critiques en 2025. Accusé de tolérer la circulation libre de contenus suprémacistes et conspirationnistes, Musk a permis à des comptes liés à des mouvances racistes comme Nick Fuentes, Laura Loomer ou d'anciens sympathisants du Ku Klux Klan de retrouver une visibilité qu'ils avaient perdue. Des hashtags tels que White Pride, Race Realism ou White Genocide ont refait surface, souvent sous couvert de la liberté d'expression. Cette dérive montre comment le contrôle exercé par les personnalités publiques sur les réseaux peut influencer directement la prolifération des discours de haine. Et là, on se rappelle du salut nazi là, exact. Que Musk avait fait à un certain moment, c'est comme accepté. Tu sais, maintenant, il y a des choses comme ça qu'on accepte là, tu sais, sous la liberté d'expression. Et parallèlement, des communautés issues de 4chan, 8con et Telegram ont exporté leur code vers des espaces plus populaires. Des mimes à connotation raciale comme Pépé de Frog, mais réappropriés par la droite, ou le symbole du Clown World, le monde dégénéré sous la diversité, circulent massivement sur X et sur TikTok. Ces images banalisent la haine en la présentant sous un angle humoristique, rendant leur détection le même plus difficile au niveau des bots. Là. Oui, exact. En réponse, le collectif Anonymous poursuit ses opérations de cybermilitantisme contre le clan et ses dérivés. Il a révélé l'identité de centaines de membres, piraté des serveurs de sites extrême droite comme Stormfront ou le Daily Stormer et perturbé la diffusion de contenu sur Gab et Rumble, entre autres. Ces actions, bien que temporaires, ont démontré l'efficacité des contre-attaques numériques coordonnées face aux mécanismes de radicalisation en ligne. À quelque part, ça passe aussi par là, par détruire un peu leur plateforme. Oui, exact. Comme eux ont fait à l'époque. Tu sais, on dirait que c'est à peu près nos seuls moyens de défense. Il faudrait plus d'Anonymous. Je trouve, c'est vrai, il faudrait, ça serait le fun qu'il y ait un deuxième clan, je trouve, de hacker, de white hacker, mais bon. Le White Hat, tu veux dire. Oui, White Hat Hacker, oui. Pas faire d'allusion. Ah oui, mon Dieu, oui, c'est un drôle de lapsus, les White Hackers, bien vu. Oui, je voulais dire les White Hat Hackers qu'on dit, parce que dans le hacking, tu as les chapeaux blancs, les chapeaux noirs. Les Black Hat font plus du mal et les chapeaux blancs, ils font du bien. Ils détectent les fraudes puis ils avisent pour pas que ça se passe. Mais là, Seb, on a maintenant, il y a des influenceurs du KKK aujourd'hui, de ce que je comprends. Là. Oui, puis ils n'utilisent pas toujours, directement
vraiment le kékéki, mais c'est des ultra-droites. Et là, je vais vous parler de Richard B. Spencer, né en 78 à Boston. Lui, il provient d'un milieu intellectuel et cultive une image soignée, loin des stéréotypes, des mouvements racistes classiques. Toujours en costume, il parle de philosophie, de politique. Il s'était posé comme le visage médiatique de la alt-right. Là. Donc, c'est vraiment qui est un courant d'extrême droite là, qui a contribué à théoriser. Ouais. Spencer prône la création d'un État ethnique blanc, un empire européen unifié. Son influence a culminé lors du rassemblement Unite the Right de Charlottesville en 2017, où son discours s'est terminé sur des saluts nazis scandés par la foule. Wow! Depuis, il demeure une référence intellectuelle, puis là je vais le mettre entre guillemets, pour de nombreux influenceurs nationalistes sur YouTube, Telegram, comme Jean-François Gariepi ou Mark Collett, qui adaptent en fait leurs idées à leur public respectif. Et là, je plonge dans un autre militant français, cette fois-ci, néo-nazi, Daniel Conversano, a su capter l'attention d'un public jeune via YouTube, Odyssée et Telegram. Tu as nommé tantôt, excuse-moi, Sam, un certain Jean-François Gariepi, oui, ça sonne québécois. Oui, ça sonne très québécois, mais je ne sais pas c'est qui. Okay. Je l'ignore, mais moi aussi, je trouvais que ça, en fait, je suis convaincu que ça doit être un Québécois, là, selon moi. Je vais faire une petite recherche pendant que tu poursuis. Et Daniel Conversano, lui, il se distingue par son ton sarcastique et ses débats publics, souvent face à des figures plus modérées dans lesquelles il ridiculise en fait les discours antiracistes. Il a par exemple organisé des échanges avec Papacito ou Raptor Dissident, deux figures de la droite viriliste française. Et j'aimais la droite viriliste, dans le fond, les alpha males, c'est vraiment ça, qui mêle humour, provocation et apologie du nationalisme blanc. Et je ne sais pas si parmi nos distordus européens, il y en a qui connaissent Papacito ou Raptor Dissident. Moi, personnellement, je les connaissais pas, mais bon, c'est ça, ils font partie de la droite viriliste. Et Conversano s'adresse à une génération désabusée mêlant références geeks, jeux vidéo et mimes racistes pour rendre ses idées séduisantes. Il s'inscrit ainsi dans une stratégie de rebranding de la haine visant à normaliser le suprémacisme blanc sous une apparence humoristique et culturelle. OK. C'est troublant. J'ai des petits détails sur Jean-François Gariepi. Oui. C'est un Canadien, effectivement. Okay. C'est un Québécois originaire de Sainte-Sophie. C'est quelqu'un qui vient du monde académique, donc il aurait étudié la biologie à l'Université de Montréal. Il aurait même un doctorat en 2012. Et avec le temps, apparemment après, à un certain moment, il a quitté le milieu académique et il s'est tourné vers le commentaire politique en ligne. Il a co-animé une émission avec Andy Warski et tranquillement, il a migré vers l'extrême droite. Et sur ces plateformes, il fait la promotion de ce qu'on appelle un ethno-state, un État ethnique blanc. Il diffuse des messages antisémites et défend la supériorité génétique des Blancs aussi. Donc, c'est un genre de porte-étendard de la droite alternative du Québec, mais je ne le connaissais pas. Non, puis étant donné qu'il a des connaissances en biologie, il doit s'appuyer là-dessus pour instrumentaliser encore une fois que clair. En tout cas, ça me désole des fois que des gens qui ont eu des vraies expertises scientifiques, après ça, détournent ça m'écœure un peu. Et là, j'ai une dernière influenceuse, si je peux dire, Candace Owens. Elle, je la connaissais quand même de nom. Commentatrice de la politique américaine, elle s'est imposée comme une figure controversée du mouvement conservateur américain. Puis si vous ne la connaissez pas, elle est afro-américaine et elle s'oppose frontalement au mouvement Black Lives Matter, qu'elle qualifie de propagande victimaire. Elle a fondé... Ah non, cette personnage-là, elle me fascine. Elle a fondé la campagne Blexit, qui encourage les Afro-Américains à quitter le Parti démocrate. Owens multiplie les déclarations polémiques. Elle a nié l'existence du racisme systémique, accusé les médias d'hystérie raciale et a été invitée à plusieurs reprises sur la chaîne Fox News. Oui, évidemment. Où elle valorise une vision nationaliste et traditionnaliste proche de l'extrême droite. Et son influence s'étend sur X, Instagram et YouTube, où elle est suivie par des millions de gens, y compris par des figures de la droite dure comme Tucker Carlson, que vous devez connaître de nom, ou Ben Shapiro. Elle était d'ailleurs une grande amie de Charlie Kirk.
Elle constate d'ailleurs ouvertement la version officielle, elle conteste, ouvertement la version officielle de la mort de Charlie Kirk, tué le mois dernier, lors d'un événement à l'Université de la Vallée du Utah. Selon elle, les informations diffusées par les médias et les autorités seraient incohérentes et elle rejette notamment l'idée que la densité osseuse de Kirk aurait arrêté la balle, affirmant pouvoir démentir officiellement cette explication. Mais là, qu'est-ce qu'elle pense d'abord? Oui, c'est ça. Elle remet en cause le type d'arme aussi qui a été utilisé par le tireur présumé, Tyler Robinson. Il n'aurait pas employé la carabine de calibre .30-06 mentionnée par la police, ce qui laisserait penser, selon elle, à l'utilisation d'une deuxième arme. Mais ça, je l'avais lu aussi dans les conspirations, et elle avance même la thèse de 2 tireurs, l'un présent dans le public et un autre positionné ailleurs, et affirme qu'un témoin lié aux forces de l'ordre rend la situation suspecte. Critiquant sévèrement la gestion du dossier par le FBI, elle accuse l'agence de vouloir étouffer les interrogations du public et va jusqu'à déclarer que les autorités auraient assassiné Charlie Kirk devant le monde entier. Oh, OK. Et elle évoque des contradictions médicales, affirmant que les documents officiels mentionnent une balle stoppée au niveau du cou et un fragment retrouvé, mais aucune trace de balle ne figure sur le certificat de décès. Donc, elle trouvait ça louche, assez drôle, hein, parce que moi, je lisais, il y a tellement de conspirations, je ne m'étarderai pas trop là, sur Charlie Kirk, là, qu'il n'y a pas de certificat de décès, qu'il n'y a même pas eu d'autopsie, mais c'est pas vrai. Oui, ça n'a pas été long qu'il a été monté dans l'avion, oui, des choses comme ça. Oui, il y a eu plein de détails comme ça. Puis c'est vrai que quand tu mets ça peut sembler étrange. Là. Souvent, il y en a dans les vidéos où ils observaient tous les mouvements des gens autour, comme si ça avait été quelque chose de calé d'avance. Puis même hier, je voyais je ne sais pas si c'est une fausse rumeur, mais que Tyler Robinson a dit en cours que c'était pas lui qui avait tiré, mais je pense que j'étais dans la conspiration. Là. Et voilà, c'était la dernière, mon cher Émile, disons, influenceuse, Candace Owens, qui est la plus marquante par son statut. Je trouve. Exact, ben oui, non, j'en reviens pas. Et un autre très marquant, oui. Je suis content qu'on m'a laissé cette section, mais parlons de Kanye West maintenant, rappeur mondialement connu, Kanye West, rebaptisé Ye, illustre assez bien la convergence entre la culture populaire et l'extrémisme idéologique. Ce qui arrive avec lui, c'est qu'on ne sait jamais s'il est sérieux ou s'il nous troll, mais on n'est pas sûr qu'il va bien, en tout cas. Non. Depuis 2022, il a multiplié les déclarations antisémites, saluant notamment Adolf Hitler dans une interview et s'affichant avec des personnalités d'extrême droite comme Nick Fuentes ou Milo Yiannopoulos. Ses propos qui sont diffusés sur X, mais sur InfoWars aussi, l'émission de Alex Jones, et ses propres comptes sociaux ont eu un effet viral majeur, générant des millions de vues et une banalisation inquiétante du discours antisémite. Il symbolise la manière dont des stars influentes peuvent, par leur plateforme, normaliser des discours haineux auprès d'un public jeune, souvent sans en mesurer les implications politiques. Le 30 mars 2025, il a de nouveau provoqué une polémique en portant une tenue noire du Ku Klux Klan lors d'une interview d'1 heure avec DJ Academics publiée sur Rumble. Donc, c'est carrément habillé en membre du Ku Klux Klan, mais avec une toge noire. Donc, il joue vraiment avec les éléments de choc, là, tu sais. Pendant l'entretien, le rappeur de 47 ans a fait plusieurs déclarations controversées sur des figures de l'industrie musicale. Il portait également un collier avec un pendentif en forme de croix gammée et avait commencé l'interview avec un t-shirt de Puff Daddy. Je sais, quand je revenais pas, ça. Ben, c'est qu'il sait, je pense, que les gens vont micro-analyser tout ce qu'il fait. Oui. Donc, quand il donne une interview comme ça, il met le paquet, là. Il met tout pour créer la controverse. Tu sais. C'est pour ça que c'est dur à jauger s'il veut juste faire parler de lui pour les mauvaises raisons, ou si c'est vraiment des valeurs qu'il endosse quelque part. Il joue toujours sur la ligne, là. Et Kanye il a affirmé avoir fabriqué cette tenue sur mesure ainsi qu'une version blanche identique. Il a indiqué qu'il avait voulu la porter en public, mais craignait de se faire hospitaliser. Effectivement. Les réactions sur les réseaux sociaux ont été immédiates et très critiques. Kanye West a aussi montré un intérêt pour les symboles nazis, notamment la croix gammée et le logo des SS.
Il avait également promu des T-shirts avec une croix gammée lors d'une publicité du Super Bowl. Vous rappelez-vous de ça? C'était tordu, ça. Il avait mis sur son site là, de Yeezy un T-shirt justement avec une croix gammée à vendre. Il y avait une controverse parce que Shopify l'avait... Shopify avait été blâmé, mais ils savent pas. C'est dur pour eux de faire une veille de tous les produits. Mais bon, c'est un call. J'espère après que Shopify ont dit, hey, là, nous, on décroche de ta boutique. Oui. Puis, ça s'était vendu, en fait, le temps que ça avait été là. Et il en avait fait la promotion pendant une publicité pas écoutable là, pendant le Super Bowl. Sa publicité, c'était lui devant son sel tout croche. Là. C'était pas une publicité digne de ce nom. Oui. Puis, tu sais, il parlait longuement, puis... Il s'était payé une genre de pub comme ça. Là. Mais ça a passé, je veux dire, dans le sens, ça a été approuvé. Est-ce que dans son message, est-ce qu'il y avait un mini message, raciste ou pas du tout? C'était subtil? Il partait dans un genre de délire un peu à la Kanye West. Moi, je ne l'ai pas vu live, évidemment. On est au Canada. Non, exact, je pense que ça a passé peut-être plus sur le web mais quand même, qu'à la télé. Là. Oui, mais quand même. Mais quand même, il y avait un investissement là, puis il y avait tout fait pour créer l'événement à quelque part. Là. Et puis, plus récemment, il a même publié sur Instagram une photo d'une personne portant une tenue du Ku Klux Klan qu'il a qualifiée de « Outfit of the Day ». Le post a été supprimé pour violation des règles de la plateforme, ce qui a provoqué sa réaction. Sa réaction, c'était « Wow, Instagram a retiré ma publication », accompagnée d'une capture de son profil vide et d'un message d'Instagram lui indiquant que la photo avait été retirée. Donc, Kanye, il joue beaucoup avec cette ligne-là. On dirait que moi, au fond de moi, j'ai de la misère à croire qu'il soit un suprémaciste blanc ou noir, mais à quelque part, je sais pas, il y a ce besoin d'attention incroyable. En tout cas, j'espère qu'il croit pas à toutes ces idéologies-là, mais on dirait que plus ça avance, plus on a l'impression qu'il croit pour vrai. Oui, non, c'est vrai, hein, mais j'ai l'impression que c'est juste une machine de marketing, là, autant positive que négative. Mais je peux pas croire. Il me semble qu'on l'a jamais entendu, même dans ses chansons. Là, j'ai pas tout son répertoire lyrical en tête, mais même dans ses paroles, c'était pas quelqu'un qui, dans son discours, au niveau de sa musique, il joue pas là-dessus, me semble. C'est pour ça que moi aussi, j'ai un peu de doute sur ça. Là. Puis je connais pas son catalogue. Là, si vous avez une meilleure connaissance, puis finalement, je dis n'importe quoi, dites-moi-le, mais j'ai l'impression que c'est comme toi, comme tu penses que c'est un mécanisme de marketing, mais c'est dur à savoir. Oui, parce qu'en même temps, ces gestes-là lui font perdre des sponsors. Il a perdu des deals avec Adidas, avec Gap, tout le monde l'a droppé. Là, donc, il a perdu, ça l'a atteint un peu son empire, là, toutes ces niaiseries-là. Généralement, même si tu crois à ça, puis qu'il était une personnalité publique de son style, tu ne vas pas le dire en public parce que justement, ça te fait perdre des sponsors, etc. Et là, au-delà de toutes ces figures connues, il faut comprendre qu'un lot d'influenceurs anonymes ou semi-publics qui diffusent quotidiennement des contenus racistes et conspirationnisme sous des formes qui ont l'air inoffensives. Des chaînes comme Red Eyes TV, Black Pigeon Speaks ou American Renaissance proposent des vidéos pseudo-documentaires sur la décadence occidentale ou la supériorité raciale. Et sur TikTok, il y a certains créateurs qui utilisent des codes visuels subtils, des drapeaux confédérés, des symboles uniques, extraits de discours remaniés pour propager leur idée sans enfreindre les règles, parce que les plateformes, ils ont quand même des balises. Et ces influenceurs exploitent les algorithmes de recommandation et la logique du scroll infini, le fameux doom scrolling, qui expose les jeunes à une radicalisation progressive, souvent sans qu'ils s'en rendent compte. Et face à cette expansion de journalisme d'investigation comme Bellingcat ou ProPublica et des collectifs citoyens tels que Sleeping Giants ou Tech Transparency Project ou Hope Not Hate mènent, eux, une lutte active contre la désinformation raciste. Puis il faut que je suis content de savoir qu'il y a des organisations comme ça qui existent. Il y a des campagnes de contre-discours qui sont apparues sur TikTok et sur X où des créateurs afro-américains, LGBTQ+, et des antiracistes qui déconstruisent les récits de haine par l'humour, la pédagogie ou la satire. Donc, j'aime ça qu'ils reprennent leur format puis ils éduquent les gens correctement. Là. Et de plus, plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, ont
renforcé la législation sur la modération en ligne, imposant des sanctions plus sévères aux plateformes qui laissent circuler les contenus haineux. Et là, pour terminer, il y a eu des scientifiques qui ont fait une analyse, en fait. C'est Ashton Kingdom et Aaron Winter qui ont analysé l'évolution, numérique du clan. Ils ont retracé le passage des tracts papier au site web. Ils ont étudié 26 plateformes numériques depuis le début des années 90 au fil du temps. Le clan adapte sa propagande. Hein. Rappelez-vous, au début, le web, c'était des sites web statiques qui diffusaient des textes. Ils diffusaient des événements. Et là, quand les réseaux sociaux sont arrivés, les forums, là, on est tombé dans le web 2.0. Et maintenant, on est dans le web 3.0, qui est moins discuté un peu, qui est dans un web décentralisé, où que là, le paiement par crypto-monnaie est arrivé, où ce qu'on peut avoir un anonymat beaucoup plus accru sur le web. Mais l'étude, elle distingue deux visages. C'est ça que je voulais vous parler. C'est qu'il y a un clan qui est communautaire, qui se présente comme fraternel, chrétien, mais il y en a un autre qui est plus radical que eux, en fait. Ils prônent plus la résistance armée. Les sites mêlant événements, cérémonies, marchandises confédérées, livres conspirationnistes et rhétorique raciale qui entretiennent l'identité du groupe. Certains se veulent patriotiques et modérés, d'autres affichent des liens explicites avec des idéologies néo-nazies ou transnationales qui s'inspirent d'exemples blancs là, du Royaume-Uni à l'Afrique du Sud. Kingdom et Winter, là, les auteurs, concluent que le clan ne s'est pas éteint. Il s'est reconfiguré en ligne, exploitant Internet pour maintenir ses réseaux et sa propagande tout en s'adaptant aux technologies. Donc, mon cher Émile, c'est fou, hein? On pourrait croire que le Ku Klux Klan appartient au passé, croix en feu, silhouette masquée, image en noir et blanc, mais pourtant, il n'a jamais disparu. Aujourd'hui, il a quitté les champs pour les fils de discussion, capuches tronquées contre des pseudos, des torches contre des écrans. Ses héritiers idéologiques circulent sur les réseaux, forums obscurs et groupes privés où la haine se diffuse à grande vitesse. Et en quelques heures, un message raciste ou un appel à la violence, eh bien, ça peut atteindre des millions de personnes. Des inconnus deviennent des disciples, des communautés se forment autour d'un mensonge et la haine trouve un nouveau visage. Oui, puis on voit que c'est près de nous parfois. On l'a vu tantôt avec notre ami Gariepi là qu'on connaissait pas. Il y a aussi au Québec, du moins une certaine Cathy Latulippe, dont notre recherchiste nous parlait cette semaine. Ah oui, en fait, elle, je sais pas si elle est dans le Ku Klux Klan, mais elle supporte quand même des idéologies comme ça. Oui. Tu sais, elle a été bannie de Facebook pour des propos d'extrême droite, des propos antisémites et racistes et apparemment que là, elle recrute des gens pour son groupe néo-nazi. Là. Elle aurait même tabassé des gens là, sur ce qu'on appelle le chemin Roxham là, au Québec où des immigrés traversent la frontière illégalement. Ouais. Elle serait allée là pour attaquer des gens. Là, donc, il y a quand même des gens à surveiller là, près de nous sans trop le savoir, dont on se doutait pas. On a l'impression que ça se passe juste dans les États du Sud américaines, mais non, c'est un petit peu partout. Puis c'est troublant de voir, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Seb, à quel point j'ai l'impression qu'on est presque dans une direction géopolitique en ce moment où on va avoir plus des groupes comme ça. Ah, bien sûr. On est à une drôle d'époque. Avec l'immigration massive, j'ai l'impression un peu partout, là, c'est au Canada, aux États-Unis, je trouve que ça, et même partout, on dirait que ça aide pas à recréer ce climat-là parce qu'on dirait que les gens, ils se sentent bouleversés. On le voit même au Québec, là. La CAQ là, qui essaie de faire passer que les prières de rue, tu sais, je fais un genre de dérivé, là, mais c'est un peu la même chose. Tu sais, c'est juste pour nous ancrer dans la tête, mais comme si ça dérangeait. Puis comme si c'était un vrai problème, là. Je veux dire, j'en ai jamais vu, puis je pense pas que c'est tant un problème, mais encore une fois, ça intègre du racisme, le québécois, les valeurs québécoises. Oui. On fait toujours un grand débat avec le port du voile. Oui, exact. Est-ce qu'ils peuvent porter leur voile, puis on peut leur sacrer la peine. Oui, exact. Ça entretient comme tu dis, un peu une peur de l'autre ou un questionnement comme quoi les immigrants ou les gens même, des fois c'est même pas des immigrants, des fois c'est des gens qui sont nés ici là, tu sais, puis mais ils ont juste une religion différente, puis tu sais nous on les gosse avec ça, ou c'est sûr que ça entretient une certaine forme de peur, tu sais, c'est avec justement avec nos voisins du sud et tout ce qui se passe, le discours de droite est vraiment ultra normalisé, d'extrême droite même, donc j'ai l'impression
l'impression qu'on est dans un terreau vraiment fertile pour une remontée du racisme. On le voit, on le voit peut-être moins quelque part au Québec, mais les crimes raciaux ont augmenté énormément. Partout, là, ouais. Ben oui, puis je voulais faire un parallèle aussi dans le monde du skateboard, qui est un monde que je suis beaucoup. Ed Templeton, qui est un ancien pro skater, qui est le fondateur de Toy Machine, les skateboard Toy Machine, qui sont là depuis les années 90, qui sont là depuis très longtemps. Il a sorti un design de skateboard cet été à la fin août 2025, puis c'est un membre du Ku Klux Klan qui brûle sur une croix. Donc c'est l'inverse. Oui, j'aime ça. Puis c'était très controversé. Et il y a eu, la collection a été sold out en un claquement de doigts. Il y a eu des t-shirts, il y a eu tout ça, mais il y a eu un énorme backlash. Les gens, même dans le monde du skate, il y a des skateurs qui sont très religieux, qui se sont rebellés contre lui. Il y a eu des membres du Ku Klux Klan qui sont montés aux barricades contre ce truc-là. Lui, sa réaction, ça a été d'en produire plus. Donc, ça a été sans doute sa collection qui a le mieux marché, mais il y a plein de racistes en dormance qu'on ne pensait pas, qui sont revenus contre lui avec ce design de skate et de t-shirt. Là. Donc, c'est encore un sujet sensible, c'est encore difficile d'en parler. J'ai hâte de voir les commentaires qu'on va recevoir, nous, après cet épisode-là. Oui, parce que ça peut être délicat. C'est sensible, oui, exactement. Mais à quelque part, je pense que c'était un épisode de son temps qu'on avait besoin de faire à quelque part. C'est rare qu'on entre dans des dossiers comme ça, distorsion. Oui, exact. Des dossiers plus historiques. Qui traitent d'enjeux sociaux, d'enjeux politiques et autres. Mais bon, on trouvait ça intéressant de le faire parce que faut garder tout ça à l'œil. Oui. Moi, j'avais vu sur YouTube, si le sujet continue de nous intéresser, il y a plusieurs reportages où on suit des familles. Des familles dans le KKK, même à l'ère d'aujourd'hui. Là. Et vous allez voir, c'est déstabilisant. Là. Les discours que justement, j'allais dire les gens normaux, c'est pas ça que je veux dire, mais les gens qui n'ont pas de préjugés, ça fait une dissonance là, quand tu entends ça. Là, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas des captations de 1865, là, c'est en 2025. Et ça fait peur. Autre dernier petit truc, Bad Bunny au Super Bowl cette année. C'est vrai, hein? Et Bad Bunny, c'est un Américain. Hein, il est né à Porto Rico qui appartient aux Américains. Absolument. Mais tout le MAGA qui disait on veut un Américain, pourquoi que c'est pas un Américain qui fait le Super Bowl, mais tout le monde le nomme, tu sais, je veux dire, Porto Rico, c'est un Américain, tu sais, fait que c'est pas parce qu'il est pas blanc que c'est pas un Américain. Puis là, même, ils se sont mis à nommer toutes les non-américains qui ont fait le Super Bowl, tous des blancs non-américains qui ont fait le Super Bowl. Genre Bruce Springsteen, tu sais, plein de monde que c'est pas Madonna, c'est pas une Américaine. Ça m'a tellement fait rire. J'étais là, mais Bruce Springsteen, c'est pas un Américain? C'est un New Jersey guy. Oui, c'est pas lui, je me mélange, Paul McCartney, je pense. C'est vrai. Oui, c'est ça. Puis c'était vraiment drôle. C'était tous des gens non-américains, mais blancs, mais que personne n'a chialé. Tu sais, c'est clair. C'est vraiment la mouvance actuelle. On dirait que ça fait ressortir, puis ça légitimé. On dirait que tout le monde a le droit de le dire maintenant. Il me semble qu'avant, au moins, les gens gardaient une petite gêne. Oui. Puis là, Turning Point, l'organisation de Charlie Kirk, veulent organiser leur spectacle américain du Super Bowl. Oui. Ils veulent faire leur spectacle de la mi-temps. Donc, on n'est pas sorti du bois. Non, comme tu dis. Yes. Merci Seb pour cet épisode-là. Merci à notre équipe de recherche aussi. Merci les Distordus d'être toujours là pour nous. On se rappelle que sur Patreon, on va enchaîner, Seb, avec un autre épisode bonus, mais sur justement l'argent sale de la haine. Tu vas nous parler d'autres personnages. Joe Moore qui a réussi à faire emprisonner, à infiltrer le Ku Klux Klan. Ça va être intéressant. En after show, on va écouter ça sur Patreon. Sinon, vous savez où nous trouver, guys. On est partout sur les réseaux sociaux, sur Twitter, TikTok, sur Facebook, YouTube, Instagram et sur Twitch maintenant aussi, depuis qu'on fait des live streams. N'hésitez pas. Yes. Et bien sûr, sur Patreon, on vous rappelle que André Beaupré est notre monteur qui va monter ce super épisode. Et encore merci à nos recherchistes pour ce bon travail. Et pour terminer, on doit donner leur dû à nos actionnaires Patreon. Seb, je te laisse commencer. Et je donne un gros câlin à Jeff G, Julien B,
Brittany BP et Elsa R et Julie G. Aussi beaucoup d'amour à Félix B, à Jennifer G, à Josiane, à Maxime T et à la mystérieuse Camille. Un gros high five à Monica D, Anaïs L, Nadia B, Tobio et L. Wills. Une bonne tape dans le dos à Naomi, à Andrea, à Louis S, à Frédéric P et à Caroline. Encore de l'amour à Annie, Sophie B, Sabrina, Christopher C et Bianca C. Et pour terminer, un gros câlin à Nicolas P, à Guillaume B, à Jackie, à Véronique G et à Elisabeth M. Merci beaucoup. Merci. Et pour terminer, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir? Derrière les écrans, une armée invisible se forme, radicalisée par des algorithmes qui nourrissent peur et colère, persuadés de défendre une cause. Les croix ne brûlent plus dans les champs, mais sur le web, une autre flamme s'allume, celle de la haine réinventée, qui grandit, pixel par pixel.